Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager mes coups de cœur BD du mois de février. J'en ai une dizaine, donc c'est parti. Le premier qui me vient, c'est Nous étions les ennemis de George Takei, illustré par Harmony Baker. Donc, George Takei avec l'aide de Steven Scott et Justin Eisinger. Alors cette bande dessinée, c'est vraiment, j'ai adoré, c'est très touchant. La fin est un petit peu décevante, mais bon, je vais vous raconter ça après. Donc ça raconte l'histoire de ce monsieur, George Takei, qui raconte son enfance. Alors je le connaissais pas du tout, mais apparemment c'est un acteur de la série Star Trek. Donc voilà, moi cette série j'ai jamais regardé, mais bon, j'en pense pas du mal. Hein. Et, et ce monsieur, là, George Takei, donc en fait il est né aux États-Unis de parents d'origine japonaise. Et quand il était petit, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, les personnes japonaises ou d'origine japonaise qui vivaient aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient d'office considérées pour le gouvernement américain comme des potentiels ennemis, des potentiels espions. Et donc, du jour au lendemain, ils ont dû quitter leur maison et vendre leurs biens à des prix cassés, se faire escroquer en fait, malheureusement, et partir dans des camps pour les Japonais, surveillés par des soldats. Et ça raconte du coup donc, comment est-ce qu'il a vu ça avec ses yeux d'enfant, comment est-ce qu'il voyait son père et ses parents essayer d'abord de le ménager, puis après de faire le maximum pour que leurs enfants puissent vivre voilà, le plus bien possible dans ces camps, où les conditions de vie étaient assez difficiles et en même temps où parfois il y avait des petits épisodes de bonheur que les gens essayaient de faire, enfin que les habitants du coin essayaient de faire, d'installer pour les enfants, par exemple à Noël, des petits événements comme ça. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment bien, c'est très touchant. Le dessin est bien, c'est un style un peu manga, mais dans un format comics ou roman graphique comme j'en lis d'habitude. Donc c'est du noir et blanc. Ce qui m'a un petit peu déçu, c'est à la fin, donc lorsqu'il s'éloigne de son histoire d'enfance et qu'il commence à raconter plus sa vie d'adulte avec sa carrière à Hollywood, avec Obama, tout ça. Là, ça m'intéressait beaucoup moins. Je préférais lorsqu'il racontait ses souvenirs d'enfance et même ses rapports avec son père une fois grand et qu'il lui disait ah, pourquoi t'as réagi comme ça, pourquoi tu t'es pas plus révolté lorsqu'on t'a dit que tu devais quitter la maison. Et le père qui essaie de lui expliquer. Mais bon, en fait, c'est un moment où ils ont ce dialogue-là. Le Georges est adolescent, donc c'est assez normal qu'il soit dans la rébellion. On va dire que c'est le bon moment pour faire ça. Donc ça, je vous le recommande, c'est vraiment très bien. Voilà, juste dommage que la fin se rate un petit peu, je trouve, mais je recommande. Puis ça aide à comprendre cet événement. Donc, généralement, moi, j'en avais entendu parler sans m'y intéresser plus que ça. Donc je ne savais pas exactement comment était la vie pour ces gens d'origine japonaise à ce moment-là, mais j'avais entendu parler, je crois, dans une série télé. Et puis bon, c'est complètement dégueulasse. Alors, en plus, donc, on a un peu toute l'hypocrisie du gouvernement parce que les hommes qui étaient d'origine japonaise, qui étaient à l'armée, avaient dû partir de l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale au début parce qu'ils étaient considérés comme peut-être des ennemis. Et puis finalement, lorsqu'ils voient qu'il manque, il faudrait des nouvelles personnes en plus pour aller à l'armée, le gouvernement américain dit ah mais finalement vous pouvez quand même venir faire la guerre, mais si vous ne l'avez pas, vous serez quand même considérés comme des potentiels ennemis. Donc c'est assez hypocrite. Mais ça, très bien, je recommande. Donc Nous étions les ennemis de George Takei, illustré par Harmony Baker. C'est eu le prix du meilleur roman graphique de l'année par le Publisher Weekly. Voilà, si ça vous intéresse. Alors une autre, alors ça, tragicomique. Résidence autonomie de Salch. J'ai pris ça complètement par hasard à la bibliothèque. En fait, c'est la couverture qui m'a intriguée. Quand j'ai vu ces dessins style caricature, je me suis dit, tiens, est-ce que ça va être quelque chose de complètement trash ou est-ce que ça va être une histoire peut-être un peu plus touchante? Et j'ai bien fait parce qu'en fait, effectivement, c'est très touchant. Donc, en gros, l'histoire, c'est le dessinateur, Salch, l'auteur, qui devient
Alors, comment est-ce qu'il appelle ça? Je peux vous dire ça. Agent social dans une résidence autonomie. Donc, c'est une résidence où vont des personnes âgées. Euh, c'est le stade avant l'EHPAD, on va dire. Ils sont encore assez autonomes, mais ils ont besoin de beaucoup d'aide dans leur vie de tous les jours. Et lui, ce monsieur, donc, il dit en gros qu'il fait un travail d'infirmier, mais sans en avoir le titre. Donc, il doit leur distribuer les médicaments, il doit les aider à aller se rendre à la cantine. Et il se fait appeler avec une espèce de beeper qui fait énormément de bruit. D'ailleurs, c'est assez marrant, le pauvre. Et après, il finit par s'y habituer, mais au début, ça le fait complètement sursauter. Et du coup, c'est son rapport avec les habitants, avec ses collègues. Euh, et ça, c'est très très touchant. Donc, il arrive à créer des liens assez forts avec eux, des liens de respect et de complicité. Et en même temps, parfois, il est complètement exaspéré par ses résidents qui l'enquiquinent parfois. Donc ça, j'ai vraiment adoré, c'est assez touchant. En fait, lorsque j'ai commencé à vraiment aimer cette BD, c'est vers le début, lorsque on lui dit ah, du coup, avec le Covid, en fait, vous savez, il y a des remparts partout pour aider les personnes âgées à pas se casser la figure. Et il reçoit comme directive qu'il faut les nettoyer tout le temps à cause du Covid, tout ça. Et donc, il prend la petite lingette nettoyante, il la met par terre, il frotte avec le pied, et il dit, et voilà, au lieu de perdre, j'ai pas une demi-heure à tout nettoyer, j'ai gagné une demi-heure pour parler avec les collègues. Et je me suis dit, ah non, ah, c'est comme ça qu'il est en fait. Il aime vraiment parler avec les gens. Et c'est un petit peu comme ça pendant toute la bande dessinée. Il aime les gens. Il, il n'oublie pas que c'est des humains. Et surtout que vivre, c'est pas rester en vie, c'est voilà, c'est profiter. Et c'est pas te maintenir en vie quoi qu'il arrive en te forçant, même si t'as plus du tout aucun plaisir. Par exemple, il y a un résident à un moment qui veut boire du vin. La dame de la cantine veut lui interdire et lui il va gronder la nana de la cantine en lui disant tu laisse-le boire son vin et si ça lui fait plaisir. Et la dame de la cantine dit non, non, il peut pas, ça va rendre malade, il faut le maintenir en vie. Alors que cette personne, ça lui faisait très plaisir d'en boire. Donc je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, ce genre d'opinion. Moi j'ai trouvé ça très touchant et je pense que c'est un homme qui aimait vraiment les résidents, même si à la fin c'était dur, il a fini par partir. Euh, En fait, il est juste très humain et moi ça m'a touchée. Donc je vous recommande Résidence Autonomie de Salch. Très 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 bien, j'ai adoré. Ici, alors, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour connaître ça, mais bon, tant qu'à faire, je l'ai quand même lu en février, je vais en parler. Mouse de Art Spiegelman, donc gros classique qui a reçu le prix Pulitzer en 92. Donc l'histoire de un monsieur qui raconte la vie de son père. Son père lui raconte son histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'abord, il y a une première partie. Alors moi, j'ai l'intégrale, mais je sais que c'est sorti en plusieurs tomes. Donc d'abord, le début, voilà, au début de la guerre, donc le papa est juif polonais. Lorsqu'il voit la montée du nazisme, qu'il doit s'enfuir, se cacher, tout ça. Et puis finalement, quand il arrive dans les camps, alors j'ai un trou de mémoire, peut-être d'abord à Auschwitz et après à Dachau, il me semble que c'est ça. À vérifier, mais vous voyez l'idée. Et j'ai adoré. Donc ce qu'on retient au niveau graphique tout de suite, c'est connu comme la BD avec des nazis et des souris. Et des souris. Donc les petites souris représentent les juifs et les chats sont les nazis. Ce qui est une astuce graphique que j'adore parce qu'on peut y voir plein de niveaux d'interprétation. Déjà le fait que les petites souris aient toutes le même visage, peut-être, j'ai l'impression que ça permet peut-être à l'auteur de prendre une certaine distance parce qu'évidemment c'est son père, il est très touché par ce qui se passe. Et ce qui est spécial avec l'auteur, c'est que il aime son père, mais son père était assez odieux et insupportable. En fait, son père était complètement névrosé forcément par tout ce qu'il avait vécu. Euh, l'auteur, il est né après la guerre, donc c'est le survivant et inconsciemment le père, il essaie de lui faire peser plein de choses sur les épaules parce que lui l'écrivain, enfin lui le fils, c'est celui qui souffrira jamais de ça. Donc c'est très très bien. Alors évidemment c'est très triste, il y a quand même deux phrases qui m'ont fait exploser de rire. Vous avez les moments qui sont un peu trop tristes et où parfois on a des rires nerveux pour détendre l'atmosphère. En fait l'auteur cherche, parce qu'il y a le fantôme de la mère qui plane sur tout le livre on va dire. Il y a un moment qui est décédé il y a plusieurs années auparavant lorsqu'il commence à écrire l'histoire de son père. Et il cherche toujours les carnets de sa mère. Et sa mère tenait des carnets recto verso, il écrivait énormément de choses et il les cherche. Et le père, il lui dit, ah, je vais les chercher, ils doivent être quelque part. Et en fait, et le père, par contre, garde énormément de bazar chez lui. Donc c'était possible que ce soit caché sous des journaux. Vous savez, des gens qui accumulent plein de trucs qui servent à rien,
des prospectus, des magazines, tout ça. Et finalement, le père finit par avouer à son fils que les journaux, lorsque la mère est morte, il a eu une crise de tristesse, un moment de déprime totale, et il les a brûlés. Et le fils furieux lui dit mais tu gardes toutes ces merdes à la maison et t'as brûlé les carnets de maman. Et c'est vrai que c'est tragique, mais en même temps, ça m'a fait vraiment rire parce que je me suis dit, mais il est tellement honnête, l'auteur, de montrer les moments où il avait juste envie d'engueuler son père. Et il y avait un autre moment qui m'a fait rire. C'est donc le père qui est extrêmement radin, qui garde plein de cochonneries et qui veut surtout pas jeter. Ce qui est normal quand on lit l'histoire, mais c'est aussi normal en tant qu'enfant, je pense, d'être exaspéré par ce genre de comportement. Enfin, je pense que c'est une réaction assez saine qu'il a, le fils, qu'on est beaucoup à avoir. Hein. Je jette pas la pierre. Et donc le père qui veut rien jeter, même des trucs qu'il veut pas manger. À un moment, le fils qui en a marre des réactions de son père, lui dit bah t'as qu'à garder tous ces trucs au cas où si Hitler revient et voilà, t'auras à bouffer. Et c'est tellement vache, mais ça m'a fait rire. Pourtant, c'est assez méchant. Mais bon, évidemment, c'est pas une BD comique. J'ai juste été un tout petit peu déçue par la fin. La toute fin, j'ai l'impression que ça allait vite, que je savais pas vraiment comment terminer. Alors, soit c'est une idée que je me fais, soit je pense qu'en fait, de ce que j'ai compris, l'écriture de ce livre, ça a duré pendant une longue période d'années. Et peut-être qu'à la fin, il n'en pouvait plus, surtout qu'entre-temps, en plus, son père décède. Donc, j'ai l'impression que la fin, c'est pas la grande fin qu'aurait mérité l'œuvre. Mais c'est quand même à lire, c'est absolument génial. Sûrement que ça doit être la plus connue des BD que j'ai présentée aujourd'hui. Mais voilà, Maus de Art Spiegelman. Alors ça, je l'ai mis, mais c'est pas un coup de cœur. Honnêtement, pour être honnête, je l'ai mise parce que il me semble que dans tout ce que j'ai présenté sur la dizaine de BD, j'avais que une seule femme en fait, qui était Harmony Baker, celle qui a illustré la vie de George Takei. Donc, j'ai pas détesté, non, je me suis pas mise de le mettre là-dedans, même si c'est pas vraiment un coup de cœur, mais je pense que ça mérite la curiosité d'aller le prendre à la Bibli ou d'y jeter un coup d'œil. C'est Le Grand Incident de Zelba. Zelba, c'est une artiste que je connaissais quand j'étais vraiment ado, que je lisais des blogs BD. Puis j'aimais bien, même s'il y avait beaucoup de trucs sexuels, je trouvais, dans ce qu'elle faisait, mais pourquoi pas, ça c'est les goûts de chacun. Mais donc ça, en fait, c'est en collaboration avec le Louvre. L'idée est assez fantaisiste, assez marrante, on va dire. La base, c'est les dames du Louvre, dans les tableaux, dans les sculptures, en ont marre des réflexions misogynes que les spectateurs leur font. Enfin, les spectateurs, les visiteurs. Et elles décident de se mettre, entre guillemets, en grève. Et de disparaître. Et puis, elles attendent de voir la réaction des dirigeants du Louvre pour, pour voir si ils peuvent faire quelque chose, parce qu'elles en ont marre de se faire... de se prendre des réflexions sexistes débiles toute la journée. Donc l'idée est assez marrante. Ça commence avec un procédé narratif que j'aime pas trop, qu'on trouve souvent dans les séries télé. C'est de commencer l'histoire avec ah voilà la situation, mais comment en sont-ils arrivés là? Et maintenant flashback, on va savoir ce qui s'est passé. Et généralement je me dis bah, j'aurais préféré directement avoir l'histoire et pas avoir la réponse à l'histoire. Bon, du coup, comme ça au début, je peux vous le dire, en fait, la solution à ça, à cette grève, c'est que les hommes majeurs, les hommes majeurs qui viennent visiter le musée du Louvre doivent venir visiter tout nus. Donc c'est une réponse fantaisiste, mais en fait, alors, je pense que j'ai pas l'humour qu'il faut pour apprécier ça, parce que j'ai trouvé la résolution un peu débile. Et pour être honnête, le discours sur les enfants m'a beaucoup gênée. Alors je sais que Zelba, du coup, j'ai écouté un interview dans une émission, dans un podcast, où le monsieur qui fait l'interview vient dans les ateliers des artistes de BD et leur pose des questions, leur demande, voilà, leur retrace leur carrière, leur demande qu'est-ce qu'il y a sur leur bureau d'artiste, tout ça. Et donc Zelba, elle est allemande, donc c'est peut-être la différence culturelle qui joue aussi, mais elle insiste vraiment sur le fait que voilà, il faut différencier la sexualité de la nudité. Et ça, je comprends, mais l'idée l'idée d'amener un petit enfant de 4-5 ans, dans un musée, avec plein d'hommes qui vont être nus, et de se dire, c'est pas grave, les enfants s'en fichent de la nudité, j'en ai parlé avec des gens, certains trouvaient ça normal,
en disant oui, les enfants, pour les enfants ça dérange pas. Moi je trouve ça extrêmement gênant j'étais déjà pas très convaincue par la lecture. Ça m'a plutôt convaincue que j'aimais pas trop cet ouvrage. Mais écoutez, pour la curiosité, en tout cas au niveau graphique, euh, c'est quand même assez canon. Ça par contre j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est ce genre de ligne, c'est vrai que j'aime bien. Elle s'en donne à cœur joie, hein. Elle a dessiné plein d'œuvres d'art du Louvre. Évidemment, la manière dont elle dessine les visages, les postures, ça a beaucoup de caractère, j'aime bien. Noir et rouge, comme ça, je trouve ça intéressant. Donc au niveau graphique, c'est chouette. Vous voyez si c'est votre délire. Je regrette pas de l'avoir pris, mais bon, ça par contre, je l'ai mis dans ma piste, mais voilà, parce que ça manquait de femmes, mais c'est pas dans mes coups de cœur. Ah, ça, intéressant. Ça aussi, je pensais pas aimer, puis finalement, j'ai vraiment bien aimé. La petite fille et le postman. J'en ai entendu parler par une vidéo YouTube. Donc, c'est fait par Bertrand Gallic et Roger Vidal. Alors ça, j'ai vraiment bien aimé l'histoire. J'avais des réserves au niveau graphique et puis ça se lit de manière assez agréable. L'histoire et alors l'histoire de base c'est assez rocambolesque on va dire. Donc c'est une petite fille aux États-Unis au 19e siècle on va dire qui qui se retrouve un peu livrée à elle-même. Ses parents sont morts. Elle est avec un tuteur qui s'en fiche d'elle mais qui veut pas non plus la laisser à l'abandon. Donc qui veut l'envoyer chez ses parents à lui qui sont à l'autre bout du pays. Et pour ça, il va utiliser une petite faille dans le système de la poste, parce que c'est un mec qui s'en fiche du bien-être de la gamine, mais qui est assez malin. C'est que la poste, on peut envoyer des colis, on va dire, jusqu'à, je sais pas, 30 kilos, mais il n'y a pas précisé si ça peut être des colis vivants ou pas. Et apparemment, c'est vraiment arrivé aux États-Unis, sans doute dans d'autres pays, j'imagine, de poster des êtres vivants, dont des humains. Et donc cette petite fille, elle est postée et elle se retrouve avec un monsieur d'origine natif américain qui est postier. Et, ils vont partir en road trip et se rapprocher. Et voilà, ça va devenir comme une figure paternelle. Donc ça, c'est vraiment très bien, c'est assez touchant. Les dessins, je sais pas trop, en fait, la manière dont est dessinée la petite fille, c'est un pas trop plus, ça fait un peu manga sans l'être vraiment, je sais pas, avec ses grands yeux. Mais bon, c'est quand même très bien dessiné, hein. Mais c'est pas vraiment le type de dessin que j'aime bien, ce style un peu comics. Je saurais pas trop comment expliquer, mais bon, enfin, c'était quand même une lecture agréable. La fin, mais elle est un peu parfaite. J'ai l'impression qu'on dirait une fin à suivre. Mais il n'y a pas écrit à suivre, il y a écrit fin. Mais j'ai trouvé la fin très abrupte, donc peut-être qu'il y aura une suite, mais que c'est pas indiqué. Il n'y a pas écrit que c'est un tome 1. Je sais pas, mais je recommande, c'était très sympa, c'était assez touchant. Et voilà, pas mal, pas mal. Plutôt bien, coup de cœur. Ça va. Alors celle-ci, ah ça j'ai adoré. Couleur de peau miel, le tome 1 de Jung. Ça, j'en avais entendu parler, je crois que je l'avais vu en coup de cœur sur un site de BD. C'est le tome 1, mais je vais m'arrêter au tome 1, j'aime vraiment bien ça. Donc c'est l'histoire d'un monsieur qui est né en 65, je crois, en Corée du Sud, et qui a été adopté vers l'âge de 4-5 ans par une famille belge, donc qui est partie vivre en Belgique. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, c'est que c'est un monsieur quand même qui est belge. Le format est type roman graphique classique, ça se lit de gauche à droite. Voilà, c'est un format, je ne sais pas si vous voyez, c'est ni grand ni petit. Les dessins sont en noir et blanc par contre. Et c'était rangé dans la bibliothèque au rayon manga. Donc ça, j'ai pas trop compris, j'en ai parlé à une collègue, elle m'a dit ah, c'est peut-être une volonté de l'auteur, peut-être ça lui faisait plaisir que ce soit au rayon manga. Je sais pas, c'est un petit mystère. Mais en tout cas, du coup, donc, ça raconte son enfance au début à l'orphelinat en Corée du Sud et après en Belgique. Alors, il a une famille moitié dingue, moitié pas trop mal. Euh, Surtout la mère qui est folle. Le père est pas mal gratiné aussi, mais bon, en fait, il les bat, puis après il pleure, donc j'imagine qu'il culpabilise, donc c'est un peu moins pire que la mère qui a l'air complètement psychotique. Et ses relations avec ses frères et sœurs adoptifs. Et en fait, c'est déjà, bon, c'est touchant. C'est souvent drôle, enfin c'est même très drôle, malgré tous les malheurs qui lui arrivent à ce petit garçon. Et il y a des astuces de narration que j'ai vraiment bien aimées. Par exemple, il raconte ce qui lui arrive.
Et il va dire ah non, allez, on revient en arrière. Imaginons qu'il ne s'est rien passé parce que l'interaction qu'il a eue n'était pas celle qu'il voulait. Et il va réimaginer la scène si ça s'était passé d'une autre manière. Et c'est le genre de truc que d'habitude j'aime pas, mais là ça passerait très bien. Donc ça j'ai bien aimé, c'est très mignon. En plus, donc après du coup c'est toute sa réflexion sur d'où il est, d'où il vient. Il commence à développer un peu une réaction de racisme envers lui-même, envers la Corée. Quand il grandit, il s'imagine qu'il veut devenir japonais. Et voilà, c'est tellement honnête, c'est fait avec le cœur, c'est assez courageux. Et il raconte des trucs avec... J'ai un peu hésité à le mettre dans ma pile parce qu'il y a un truc un peu délicat avec la sœur adoptive. Mais bon, enfin, j'ai quand même vraiment aimé. Donc ça, je vous recommande, c'est canon. Couleur de pommier, le dessin est top aussi. Tout bien, j'adore. Hmm. Alors là, c'est la crise de larmes. Fabien Toulmé, ce n'est pas toi que j'attendais. Donc c'est sur un couple. Voilà, le monsieur et la dame, ils ont déjà une petite fille, tout le monde est heureux. La dame, une dame brésilienne. Le monsieur est québécois, je crois, ou français. J'ai un doute. Euh, Ils vont voir leur un nouveau petit bébé. Et le père, il a comme ça un espèce d'instinct. Il se dit, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un problème. Ma fille va être trisomique. Et incroyable, la fille naît et dit, on dirait que ma fille est trisomique. Tous les médecins lui disent, non, 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 pas du tout. Et en fait, si, la fille est bien trisomique. Et du coup, c'est comment est-ce qu'il va vivre... euh, enfin, voilà comment c'est la vie de papa d'une petite fille atteinte de trisomie. Et c'est extrêmement touchant. Et il est très honnête. Et moi, j'adore vraiment quand les gens sont honnêtes comme ça parce qu'il raconte des anecdotes de quand il était enfant, qu'il voyait un petit voisin qui était atteint de trisomie 21 et puis il se foutait de sa tête en fait avec les autres enfants. Même à aller jeter des trucs sur le grillage pour lui faire peur, enfin des réactions débiles et qu'il assume et qu'il met. Bah, et lorsqu'il a sa fille, du coup, il a toutes les réactions en disant oh, mais j'étais pas content, j'aurais voulu autre chose de ma vie, tout ça. Et toutes les difficultés qu'il a eues pour vraiment accéder à son enfant. Et alors, c'est très touchant, on pleure. La petite fille, toute mignonne, la relation avec la sœur, avec la maman. Et je peux vous dire que j'ai bien pleuré pour cet ouvrage. C'est, oui, c'est assez épais comme tome, mais ça se lit de manière très agréable. Le dessin simple et accrocheur. Il y a un jeu de couleurs. Il y a, chaque chapitre a une couleur différente. Top, très très bien, très touchant. Je recommande. Ouais, ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé. Alors ça c'est spécial. Joan Cornella, Zonzo. C'est un mi-coup de cœur. Je l'ai lu parce que j'ai vraiment bien aimé. Mais donc c'est... Alors, là tout est dans le graphisme en fait, il n'y a pas de parole. Attendez. Qu'est-ce que je pourrais montrer? En fait, c'est des dessins trash. Une page, une petite histoire trash. C'est souvent drôle, c'est pas toujours au top. Donc, c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur à fond. Mais dans le genre plus de 16 ans, on va dire, avec un humour décalé, moi je recommande, ça m'a quand même bien fait rire. J'ai du mal à en parler en fait parce que c'est vraiment un truc qu'il faut voir. En gros, ça joue sur le malaise, je crois. Il y a toujours des dessins de personnages souriants, il y a des couleurs très flashy, des plans très rapprochés comme ça. Et en fait, généralement, on lit. Puis après, j'ai l'impression qu'il faut relire la page pour vraiment comprendre. Parce qu'il y a toujours un moment où je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Vous voyez, celui-là, j'ai du mal à en parler, mais bon, si vous aimez bien les trucs un peu trash à la South Park, ça devrait vous plaire. Zonzo de Joan Cornella. Ouais, j'étais un petit peu gênée sur celui-ci, je suis passée vite, je crois que ça s'est vu. Alors, les histoires de famille touchantes, j'adore. Jean Kremers, Jean Kremers, Vague de froid. Ça raconte l'histoire de deux frères qui partent faire un voyage et qui sont en froid. En fait, le grand frère a un poids sur la conscience, quelque chose qui le torture, et le petit frère est au courant. Mais c'est le lecteur qui ne sait pas, et au fur et à mesure de la lecture, on va comprendre. Et ça amené de manière assez subtile, j'ai bien aimé. Ça saute pas aux yeux, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre vraiment quel était le problème du grand frère. C'est assez touchant. Il y a ses propres délires avec lesquels je n'accroche pas forcément. C'est le frère est à fond dans la mythologie nordique. Et puis il a des réactions un peu
de personnes susceptibles casse-pied, parce qu'il est mal dans sa peau, en fait, le frère, du coup. Et par exemple, le frère, il dit quoi? Mais tu t'es vraiment si intéressé que ça par Thor et Loki, c'est devenu comme une vraie religion pour toi. Et il lui dit, mais oui, mais c'est ma religion, respecte-la. Enfin, après, comme on voit qu'il va mal dans sa vie, on comprend pourquoi il réagit comme ça, on lui pardonne, parce que au prime abord, moi je trouve pas ça très agréable comme réaction. Surtout, en plus, c'est son frère. Après, c'est peut-être parce que son frère qu'il se permet de lui parler de manière aussi vache aussi. Et ils vont voyager, donc ils vont faire des rencontres, et ils vont se rapprocher en tant que frères. C'est très touchant. Le dessin, ça m'a fait penser un peu à du Quentin Zution. J'ai un peu du mal à décrire. J'ai l'impression que c'est un trait assez sec. Je dirais que c'est un trait assez sec. Il y a un côté brouillon. J'ai du mal à décrire le style de dessin. Il y a un côté brouillon, un côté un peu tache parfois, comme si les couleurs étaient mises comme des taches. Mais c'est très agréable. Moi, j'ai passé un bon moment en lisant, j'ai trouvé ça émouvant. Et j'étais contente pour les personnages, pour leur évolution. Donc, assez top, je recommande. Vague de froid de Jean Crémers. Alors, avant de passer aux années, je vais passer un gros coup de cœur, mais que j'ai pas sous la main, que j'ai prêté à quelqu'un. Ça s'appelle Le Spectateur de Théo Grosjean. Théo Grosjean, je le connaissais de par les réseaux sociaux. C'est l'homme le plus flippé du monde. Et c'est un jeune homme qui cartonne dans le monde de la BD, qui a déjà réussi à faire un dessin animé, je crois, avec Yann Kojandi, il me semble, qui a plein de followers, tout ça, mais en fait qui est un homme extrêmement stressé, très anxieux, qui a plein de questionnements dès qu'il voit les gens. Il se demande comment est-ce qu'il faut que je me tienne, comment je vais tenir les mains, qu'est-ce que cette personne pense, et qui se pose un milliard de questions. Et c'est vrai que ça, dans le côté l'homme le plus flippé du monde, ça m'avait un petit peu rebuté. Au début, je trouvais ça amusant à lire, et puis quand j'ai compris vraiment enfin, la mécanique, ça m'a lassé. Et le spectateur, par contre, j'ai adoré. Donc, tout est du point de vue du personnage principal qui commence quand il est bébé. Et en fait, tous les dessins sont comme si on voyait à travers ses yeux. Donc, si jamais on voit son visage, ce sera si jamais il regarde un miroir. Et apparemment, Théo Grandjean, ça lui arrive souvent arrivé dans sa vie de se sentir spectateur. Donc, comme quoi, il ne faut pas forcément se reconnaître dans, dans les œuvres d'art pour les apprécier, parce que c'est pas forcément un sentiment que j'ai beaucoup partagé dans ma vie, d'être spectatrice de ma vie, mais c'est vrai que ça arrive à pas mal de gens. Et il regarde, et voilà, aussi le personnage ne parle pas, donc très important. Et ça va être son évolution. En fait, ce procédé de voir les choses à travers ses yeux, j'ai trouvé ça très, à la fois original, souvent drôle, parfois triste, très dynamique aussi, j'ai bien aimé. Le seul petit défaut que je vais faire, c'est pas toujours hyper subtil. Ça aurait peut-être gagné à être un tout petit peu plus subtil, par exemple. Il a son meilleur ami, avec qui il s'entend bien, tout ça. Et son meilleur ami commence à lui dire, tu sais, souvent je vais voir ce garçon qui deal, et je m'assois à côté de lui, je fais rien, et j'attends en fumant mon truc, et puis après je finis par me casser. Est-ce que tu peux lui donner une lettre? Et là on comprend, ah peut-être qu'il l'aime. Donc ça j'aimais bien. Après on voit la réaction du gars. Aussi c'était pas mal au début, parce qu'en plus le garçon en question, là celui qui deal, il faut voir sa tête, c'est pas un donjon. Donc donc c'était assez la surprise de dire, ah ce mec là qui est adorable, le meilleur ami, il aime ce type là. Ok, pourquoi pas. On voit la réaction par la fenêtre, vite fait, de la réaction du garçon quand il lit la lettre, super. Et après, par contre, ce personnage de meilleur ami, il ne devient quasiment que le personnage gay, entre guillemets. Donc quand il va parler, ça va être que des trucs qui vont le ramener à sa vie d'homosexuel. Et je trouvais ça pas très subtil. J'avais un peu l'impression que ça devenait un personnage qui avait plus que ça à raconter. Mais bon, c'est le seul petit défaut. Sinon, j'ai trouvé ça vraiment top ce livre. Donc ça, c'était quand même un de mes gros coups de cœur, le spectateur de Théo Grandjean. Top, top, top. Je vous recommande de le prendre. Le dessin canon, magnifique dessin. J'ai adoré. Et les couleurs, magnifique. Super. Et le dernier, ça se termine pas sur un gros coup de cœur, mais en fait, je l'ai mis pour le dessin parce que j'ai adoré les dessins, mais malheureusement, l'histoire m'a pas forcément énormément plu. L'accident de chasse de David L. Carlson et Landis Blair. Vraiment, les dessins sont magnifiques. Vous voyez, c'est du noir et blanc. Ah bah là, parfait. Moi, je trouve ça super.
Plein de hachures, des détails. Enfin, vraiment, vraiment une qualité exceptionnelle portée au dessin. Malheureusement, c'est l'histoire où ça a coincé. Je suis déçue par l'histoire. Donc, en gros, l'histoire, c'est un jeune homme qui se retrouve orphelin de mère qui est perdu chez son père. C'est aux États-Unis. On va des... Ah, je sais plus trop la période. Allez, on va vérifier. Parce que l'ambiance est assez importante. Tout. Est-ce que ça va le lire? 1925, voilà. Mais vraiment, il y a une bonne ambiance du début du XXe siècle, super. Il habite chez son papa, qui est un homme aveugle qui vit très seul, qui est passionné par les grands auteurs grecs, tout ça. Et le fils, au début, la relation est vraiment touchante. Il se met à faire des claquettes pour que son père puisse l'entendre danser. Il se met à faire du violon, il me semble, pour que son père l'entende faire de la musique. Et après, le fils grandit et commence à avoir des mauvaises fréquentations. Et là, j'étais vraiment déçue par le personnage. Et à un moment, il se retrouve à faire des petits délits. Enfin, non, à faire un délit, un vrai délit, et il manque d'aller en prison. Et là, le père vient le voir et lui dit non, il faut que tu te reprennes en main, il faut pas que tu deviennes comme moi. Et là, il va lui raconter sa vie. Et en fait, normalement, ça devrait être touchant. Mais, mais ça se rapproche avec une autre histoire secondaire, une histoire de fait divers avec deux personnes, deux hommes qui en ont tué un troisième pour une raison totalement stupide. Et en fait, cette histoire-là du fait divers va rejoindre l'histoire du garçon avec son père. Et quand j'ai compris ça, ça m'a déçue et j'ai lâché la lecture. En fait, ça m'intéressait plus. Donc, coup de cœur pour les dessins, mais pas de coup de cœur pour l'histoire, malheureusement. Mais bon, écoutez, si ça vous tente, pourquoi pas. L'accident de chasse, Carlson et Blair. Écoutez, on a fini. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.